Merci Hugo Smag en direct de Tel Aviv avec Aristide Satna. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver. Nous sommes ensemble et en direct pour au moins 2h30. Bonsoir Dominique. Bonsoir Anne, bonsoir à tous. Et cette question ce soir à la une, les États-Unis peuvent-ils terminer la guerre en 2 semaines? C'est en tout cas ce soir la promesse du secrétaire d'État Marco Rubio, alors que Donald Trump affirme que l'Iran, je le cite, se fait décimer, mais veut un accord. Le président américain qui doit de nouveau s'exprimer dans la soirée. Et dans ce contexte, annoncera-t-il Donald Trump l'envoi dans les prochaines heures de nouveaux soldats au Moyen-Orient, alors que circule le chiffre de 10 000 marines supplémentaires? Discours à suivre sur BFM TV et décryptage avec nos experts dans un instant. A-t-on sous-estimé les capacités de résistance de l'Iran? Téhéran promet ce soir de faire payer le prix fort à l'ennemi après des frappes contre ses installations nucléaires. Une nouvelle salve de missiles ce soir envoyée en direction d'Israël. Et puis vous le voyez, les réservistes ne tiendront pas. Les mots très durs du chef d'état-major israélien Eyal Zamir, qui alerte sur le manque d'hommes au sein de son armée. Hugo Smag vous en parlait. Il manquerait environ 15 000 réservistes à Tsahal pour mener à bien ces opérations. Le chef de l'opposition Yair Lapid parle lui de catastrophes sécuritaires à venir, alors qu'une partie de ces hommes et femmes multiplie depuis des mois les opérations militaires sur différents fronts. Soyez les bienvenus. Mais avant d'évoquer ce 28e jour de guerre en Iran, revenons sur une disparition qui continue d'émouvoir ce soir, celle de Loana, la première star de TV-réalité en France, 48 ans, gagnante de Love Story en 2001. Retrouvée morte, Loana, c'était mercredi sur les hauteurs de Nice, dans son appartement. L'enquête pour tenter de déterminer les causes de cette disparition est en cours. On va en parler dans un instant avec vous, Laurent Valdiguier. Bonsoir, journaliste d'investigation, consultant BFM TV. Et avec vous, François Jost, merci d'être avec nous, auteur de L'Empire du Loft. Mais d'abord, retour sur le destin tragique de celle dont les Français ont pu suivre pendant 25 ans durant le succès, la gloire et la lente, oui, la chute lente. La chute lente jusqu'à cette mort prématurée, teintée encore ce soir de mystère. Vous allez le voir, Loana, destin tragique d'une star de la télé. C'est un long format ligne rouge signé Stéphanie Zenati, Raphaël Redon avec Manuela Brown, Agathe Ferrière et Simon Terrassier. Voilà pour le destin tragique donc de Loana. Laurent Valdiguier, l'enquête est en cours. Est-ce qu'on en sait un peu plus ce soir sur les causes accidentelles de cette mort? C'est une chute, je crois, c'est ça? Ça, c'est l'objet de l'enquête. L'enquête est en cours pour recherche des causes de la mort. Le parquet a fait un communiqué à chaud pour dire un peu les constatations dans l'appartement. À la fois, il a été constaté qu'il y avait des ecchymoses derrière la tête et au niveau des lombaires, du dos, ce qui pourrait penser à une chute. Chute en arrière, c'est ça? Après, une chute en arrière. Après, une fois qu'on a dit ça, on n'a pas encore expliqué les circonstances du décès. Donc, il y a des expertises toxicologiques pour savoir... Qu'est-ce qu'elle a pu prendre, des médicaments, par exemple? Voilà, l'anamatologie, examen en profondeur de savoir s'il y a une maladie. L'anapathe, voilà. Ouais. Pour voir comment les tissus ont évolué. Ça, ça prend du temps, ça, parce que c'est en plus l'objet des médecins. Là, la première priorité est d'essayer de dater le décès. Plusieurs jours, plus d'une semaine peut-être? On peut l'encadrer dans le temps parce que la maman de Loana était venue le 11. Et d'ailleurs, c'est un peu glauque la façon dont elle raconte en disant on a failli faire appel à un serrurier, puis finalement on s'est dit que ça allait lui coûter de l'argent, donc on n'a rien fait. On entendait le chien qui aboyait. On a entendu le chien, le petit chien Titi. Donc Titi n'était pas décédé, n'était pas mort le 11. Et quand ils sont revenus, la porte était bloquée. Alors ça, c'est vrai que le communiqué du procureur se conclut en disant qu'à ce stade, on n'avait pas rien ne permettait d'aller en direction d'un tiers. C'est-à-dire, il n'y avait pas de traces de tiers dans l'appartement. A fortiori, si la porte, ça aussi, c'est vrai, on met des enquêtes criminelles. On en a vu d'autres où on pensait que c'était fermé de l'intérieur. En réalité, ils vont essayer de déterminer si dans cette période de temps, la petite amie de Loana, dont on découvre aujourd'hui par ailleurs que les relations étaient un peu difficiles et compliquées, donc en réalité l'enquête de la police judiciaire va aussi s'intéresser à ça, c'est son entourage, ses relations de ces dernières semaines. Sa mère disait que c'était compliqué, qu'elle n'avait plus de nouvelles. Sa mère disait que c'était compliqué, donc une fois qu'ils auront daté à peu près la mort grâce au médecin,
si les médecins arrivent à apporter des explications sur les causes de cette mort, peut-être un suicide, peut-être une chute, peut-être un malaise, là l'enquête pourra se Et ça peut prendre se du temps, c'est quoi, plusieurs jours? Ça peut prendre du temps, plusieurs semaines. L'anapathe, dont je ne trouvais pas le nom tout à l'heure, ça prend du temps. Il faut mettre des échantillons en culture, l'expertise toxicologique, ça prend aussi du temps, parce que en plus, surtout si le décès remonte à plusieurs jours, il y a des substances qui se dégradent très vite dans l'organisme, et après il faut en réveiller d'autres. Donc ça prend du temps. Ça ne se fera pas en 2 heures. Donc l'enquête est en cours. L'appartement a été placé sous scellé. Ça veut dire que le temps des scellés, le temps de l'enquête, personne ne peut rentrer à l'intérieur. François Jost, je rappelle que vous êtes auteur de l'Empire du Loft. Merci d'être là ce soir également. Je voulais vous faire découvrir, mais je pense que vous l'avez déjà vu, la couve de Libé aujourd'hui qui se pose cette question. Est-on tous coupables d'une certaine façon ? Parce qu'on aurait tous, à un moment donné, joué les voyeurs dès la première émission qui était l'OVNI, le Loft. Quel regard vous portez sur ça, et est-ce que vous pensez que c'est la télé qui a aussi propulsé la chute de Loana, qui, rappelons-le, était millionnaire à 23 ans, décroche 1,5 million de francs, et puis qui est au RSA 20 ans plus tard? Alors d'abord, pour revenir sur cette couve de Libération, je remarque sur la couverture il est marqué « Sommes-nous tous coupables ?» et à l'intérieur, on ne voit pas du tout le mot « coupable », mais le mot responsable. Responsable, oui, c'est vrai. Voilà. C'est vrai. C'est pas du tout responsable. pareil. C'est pas du tout pareil. Donc c'est ce qu'il faut voir, si vous voulez, c'est qu'est-ce qui appartient finalement au caractère de Loana, à la vie qu'elle a eue, au malheur qu'elle a connu, au viol, etc. Agression sexuelle et qu'est-ce qui appartient à l'émission. Est-ce que finalement son destin tragique tient au fait qu'elle était pas très bien équilibré, borderline, etc. Ou est-ce que c'est le système lui-même? Alors, c'est sûr que le système était terrible. Déjà, le fait d'être filmé 24 heures sur 24. Enfin, après, ils ont pris une chambre CSA. Après, on nous disait qu'il y avait 2 psychologues pour accompagner aussi, mais bon. Oui, il y en a d'ailleurs un qui a disparu au bout de 2 semaines. Oui, c'est vrai. Oui. Mais évidemment, c'est très difficile, sans doute. C'était une question qu'on se posait à l'époque. Est-ce qu'on peut vivre sans arrêt sous les caméras? Elle disait que c'était, quand on l'interrogeait, Loana disait que finalement c'était les meilleurs moments de sa vie. Alors, et qu'elle avait vécu ce moment comme le firmament de sa notoriété. Elle adorait ça, elle en parlait tout le temps. Elle a d'ailleurs vécu pendant 25 ans dans le regret de ça. Mais absolument. À mon avis, une des causes de sa mort, enfin, on peut pas savoir, mais je veux dire, une cause vraisemblable, c'est ce que vous dites. C'est-à-dire que elle a été dans un éclairage qui l'a transformée, j'allais dire, depuis le ruisseau jusqu'à un monde sacré, celui de la télévision. Hein, et tout d'un coup, elle n'a plus été exposée. Et je pense que c'est cet effet de célébrité qui vous monte la tête parce que vous passez... Qu'elle recherchait à chaque fois, disait-elle aussi. Voilà, et qu'elle a essayé de plusieurs façons, en essayant, enregistrant un disque... En faisant les enjeux de la télé-réalité quelques années après aussi. Et c'est ça, en plus elle est allée... Alors elle a cherché un peu les ennuis à ce niveau-là, parce qu'elle est allée au milieu de gens qui se moquaient d'elle, qui non, on la menaçait pas, mais la harcelait, et c'est une des raisons, à mon avis, qui fait que sa vie était impossible. Elle pensait qu'à chaque fois, elle allait retrouver cet état. Et il lui fallait son petit quart d'heure de gloire. Voilà. Et le problème, c'est que la télé-réalité, d'ailleurs, mon livre s'appelait L'Empire du Love. J'avais prévu que ça s'étendrait. Ça s'est étendu énormément, et des Loana, j'allais dire, il y en a eu après beaucoup. Simplement, on mettait plus l'accent sur elle. Hein. Mais la différence peut-être, c'est qu'elle n'avait peut-être pas imaginé un tel accès à la notoriété, puisque c'était la première, Loana. Les autres savaient ensuite ce qui pouvait les attendre. Oui, c'est ça. Mais c'est très important ce que vous dites, parce que en fait, une des ruptures, c'est quand on a considéré que la télé-réalité était une profession. Et donc, les candidats, moi j'en ai rencontré, ils disaient, je fais mon boulot, si le producteur demandait telle ou telle chose, il le faisait. Et ça, en fait, ça a accru la puissance des producteurs. Il y avait d'ailleurs des contrats de travail à la fin. Alors oui, c'est à partir de l'île de la Tentation que Jérémy Assous a plaidé que faire de la télé-réalité, c'était un travail. Et donc, d'une certaine façon, si vous voulez, ça a calmé les choses, parce que les candidats, ils acceptaient certaines choses qu'ils n'auraient pas, parce qu'ils faisaient leur boulot. Et d'ailleurs, il y a eu une école de télé-réalité à New York. Je crois qu'il y en a eu une autre après même pour les tweets, etc. Et François Jost, quelle différence vous faites entre une Nabila, par exemple, et une Loana? Alors, certains disent que c'est peut-être Loana qui se serait professionnalisée.
Oui, si vous voulez, je pense que effectivement, Nabila, si vous voulez, elles ont toutes les deux subi l'idée qu'elles étaient un peu idiotes. Bon, hein, on les présentait comme de ravissantes idiotes. Loana en a souffert. Nabila en a fait un argument. On a joué. Ouais. Ben oui, récemment il y a une émission sur TF1 où il retournait à l'école avec d'autres. Et on voyait qu'elle faisait l'idiote, mais qu'au fond, à la fin, elle réussissait très bien les trucs. Donc elle montrait, voyez, je joue avec ça, je joue avec l'apparence, etc. Le problème, c'est quand l'apparence est l'être, j'allais dire. C'est ça le problème, ouais. C'est quand être dans l'apparence. Alors, je cite parfois, ça fait peut-être un peu prétentieux parce que c'est de la philosophie, mais je cite un philosophe, Berkeley, qui écrivait « être, c'est être perçu ». Et c'est exactement ce qu'elle a dit à un moment, Loana, quand elle a dit « j'avais besoin qu'on me regarde ». Elle l'a dit textuellement. Et une notoriété, un besoin aussi qui attirait Laurent Valdiguier, pas mal de gens autour. Oui, vous lirez. Alors, un peu le contre-exemple de tout ça, si je peux me permettre, M. Jost, c'est que tous les autres sont non seulement en vie, n'ont pas été consumés par tout ce que vous décrivez. Vous parlez des autres lofters. Les autres lofters, parce qu'en réalité, les autres lofters, il y en a certains, d'ailleurs, vous vous souvenez du gagnant qui a épousé Christophe, qui a épousé une autre candidate. Oui, parce que c'est vrai qu'il y avait, c'était un duo qui gagnait, c'était un binôme qui gagnait l'ofterie à l'époque. Une vie, tout ce qu'il y a de plus tranquille et plus rangé, loin de tout ça. Et d'ailleurs que depuis hier, on n'entend pas. Et en réalité, depuis hier, on aurait envie de les entendre, tous les compagnons de Loana, Alors certains disent que c'est par respect aussi pour sa mémoire qu'il ne s'exprime pas pour l'instant. C'est un peu le contre-exemple. Non, mais en fait, Loana, elle était toute seule. Tout à fait. Non, mais c'est ce qui est intéressant dans ce que vous dites. C'est effectivement un contre-exemple parce que on voit bien qu'elle avait un caractère bipolaire, qu'elle était pas bien. Elle a fait 9 tentatives de suicide. Voilà, et donc qui étaient des tentatives d'être aimée, comme toute tentative de suicide. Donc, si vous voulez, on voit bien que si le système a pesé sur elle, il n'a pas pesé sur tout le monde. Et ça, ça nous interroge parce que c'est sûr que cet enfermement. Enfin, vous voyez, un enfermement, c'était une prison quand même, le loft. Il faut dire ça. C'était une prison. En fait, ils avaient plus de correspondance avec l'extérieur que ce qu'on a dit à l'époque. Mais ils étaient donc enfermés et certains s'en sont bien tirés, comme, j'allais dire, comme par résilience. Hein. Ils sont pas traumatisés parce qu'ils ont passé 11 semaines enfermés. Merci. Mais elle, oui. Il y avait un problème pour elle. Merci beaucoup. Merci à tous les deux. Merci pour ce décryptage sur la mémoire de Loana au 28e jour de guerre, parce qu'on va aussi vous parler de la guerre en Iran. Donald Trump doit s'exprimer dans les prochaines minutes. On suivra son discours, bien évidemment, tous ensemble. Mais partons tout de suite à Washington. Vous retrouvez Antoine Lard, puisque on a Donald Trump qui a commencé à s'exprimer tout juste en arrivant à Mar-a-Lago en disant que l'Iran se faisait décimer. Oui, mais visiblement, l'Iran, selon son émissaire Steve Witkoff, émissaire pour la paix, eh bien, souhaiterait quand même négocier. Alors, qui croit ? Écoutez, en fait, depuis plusieurs jours, Donald Trump tient à montrer qu'il maîtrise la situation et qu'il n'est pas en position de faiblesse face à l'Iran. Tout son discours, c'est de dire que ces négociations ont lieu à l'initiative des Iraniens. Il me supplie de faire un deal, voilà ce qu'il expliquait ces derniers jours, et donc il est toujours dans cette logique aujourd'hui. Ce qu'on retient ce soir, ce sont aussi les mots de Steve Witkoff, qui s'est montré particulièrement optimiste. Il dit que les discussions ont lieu et il espère qu'une rencontre pourra avoir lieu dans la semaine. Jusqu'ici, ce sont des discussions indirectes via le Pakistan notamment. Là, il évoque une rencontre en personne. Il dit aussi, Steve Witkoff, que Donald Trump veut un accord de paix. Ça, c'est une déclaration très importante parce que Trump envoie des signaux contradictoires. D'un côté, il négocie. De l'autre, il envoie des troupes en renfort dans la région, des Marines, des parachutistes qui pourraient être déployés dans le cadre d'une opération terrestre. Witkoff laisse entendre que tout cela, c'est surtout une façon de forcer les Iraniens à s'asseoir à la table des négociations. Ça fait écho d'ailleurs à ce qu'a dit aussi un peu plus tôt Marco Rubio. Rubio dit que les États-Unis peuvent atteindre leurs objectifs sans déployer des troupes au sol. Alors on verra ce que dit Donald Trump. Vous l'avez expliqué, il doit prononcer un discours dans les prochaines minutes, discours sur l'économie, mais on imagine qu'il peut également s'exprimer sur la situation en Iran. On imagine effectivement, merci beaucoup. Antoine Lard, on va en parler de cette accélération du conflit et des derniers développements ce soir. Antoine Lard le précisait, Marco Rubio qui promet, Ulysse Gosset, Marco Rubio qui promet d'en terminer
d'ici 2 semaines. C'était le délai que s'était fixé Donald Trump, entre 4 et 6 semaines. Est-ce que c'est crédible ce soir? 2 semaines pour terminer la guerre. Alors, il a dit très exactement que c'était pas une question de mois, c'était une question de quelques semaines. Il n'a pas dit 2 semaines. Et alors, en aparté, ça c'est Axios qui le révèle, il aurait dit 2 semaines. Plusieurs semaines en in comme et en vous off, dites, en 2 semaines. aparté, en citant le site Axios américain, 2 à 4 semaines. C'est ça. Mais ce que voulait dire Marco Rubio, c'est pas une guerre sans fin. C'est-à-dire qu'on ne va pas rester là ad vitam aeternam, ça ne sera pas un deuxième Irak. On est en train de gagner la guerre et ça va se terminer bientôt. Ce que je note, si vous voulez, c'est que il a dit surtout une phrase à la fin. Il a dit nos opérations se passent bien et elles se passent bien sans même avoir besoin d'envoyer des troupes au sol. Alors que pendant le même temps, troupes au sol arrivent, c'est-à-dire à peu près 10 000 hommes, qui sont à quelques milles nautiques du golfe Persique. Et donc la question, c'est à quoi ça sert? Et est-ce qu'elles vont intervenir ou pas? L'autre déclaration de la soirée, vous avez peut-être la montré tout à l'heure, c'est Donald Trump qui lui dit « Nous parlons avec les Iraniens ». Et il nous parle, a ajouté son émissaire spécial Steve Witkoff. Si les Iraniens parlent, ça serait vraiment une première. Parce que jusqu'à présent, ils ont rejeté toute négociation. Donc ils auraient fini de le supplier, comme il le disait hier Donald Trump. Dans cette partie d'échecs, les Iraniens sont pour l'instant les gagnants, parce qu'ils ont toujours répondu non à la négociation. Mais s'ils commencent à discuter, ça veut dire que les choses avancent. Et c'est plutôt bon signe pour Donald Trump, parce que ce soir-là, lui, il part pour le golfe en Floride. Regardez, il est là, Donald Trump, il est prêt, il va s'exprimer. Il a promis un grand discours. On va l'écouter, Donald Trump. Dès maintenant. Eh oui, un peu en avance. Alors, non, mais ce qu'on peut ajouter, c'est qu'il part dans un contexte économique. Il part dans un contexte économique difficile, Donald Trump, parce que c'est la plus mauvaise semaine à la bourse de Wall Street, qui ne cesse de 5e chuter. semaine de baisse. Voilà. Et c'est la mauvaise semaine aussi sur le prix du baril de pétrole qui est maintenant à 112 $. Alors c'est vrai que Trump avait réussi à faire remonter les marchés et baisser le prix du pétrole avec ses annonces de négociations possibles. Là, on voit que quelques jours plus tard, la bourse rechute et le pétrole repart à la hausse. Donc, avec des conséquences sur sa popularité, puisqu'il atteint un record d'impopularité, 59% d'impopularité selon un tout dernier sondage Fox News. Il y a urgence pour lui aujourd'hui de parler. Jamais vu en temps de guerre qu'un président américain soit si bas. Même Johnson, dans les pires moments du Vietnam, n'était aussi bas que Trump aujourd'hui aux États-Unis. Est-ce qu'il peut se payer le luxe de poursuivre cette guerre, Daniel Cohn-Bendit, au-delà du calendrier qu'il s'est lui-même fixé, Donald Trump? Mais il peut tout se permettre. De toute façon, il a perdu les midterms. Ah, vous dites là déjà, il a perdu, alors qu'elles auront lieu en novembre? Contre tout le monde qu'il a perdu les midterms. Les élections de mi-mandat qui auront lieu à l'automne. Il ne peut, moi, à moins que ces midterms n'aient pas lieu, c'est évidemment, là, il ne peut pas les perdre. Je ne vois pas comment il remonte parce que c'est... Et donc, il peut faire n'importe quoi. Est-ce que pour vous, Donald Trump a une vraie stratégie ou il y a de l'amateurisme, où il feint de ne pas avoir une stratégie, peut-être que c'est un jeu aussi, et il feint de jouer l'amateur? On va l'écouter d'ailleurs, Donald Trump.